Il est 3 heures du matin, tu n'arrives pas à dormir parce que dans ton esprit, des pensées tournent en boucle sur un peu tout et n'importe quoi. Tu te rappelles quelque chose que tu as dit il y a 3 jours et qui n'est toujours pas fait, tu te rappelles d'un email auquel tu n'as pas répondu, et tu penses à une décision que tu dois prendre mais que tu repousses. L'avenir semble flou et lourd. Tu te sens comme pris au piège sous tes engagements personnels, des tâches à faire et des décisions à prendre. Tu connais ce moment. Presque tout le monde le connaît. Et nous connaissons tous son nom, l'anxiété. Elle est devenue l'épidémie silencieuse de notre génération. En France, plus d'un jeune adulte sur 3 déclare souffrir d'anxiété chronique. Et la plupart des solutions proposées comme la médication, la thérapie ou la méditation guidée sont soit inaccessibles, soit insuffisantes pour les moments aigus, les moments où l'on traverse les pics d'anxiété. À l'époque, les stoïciens n'avaient évidemment pas de psychiatre, encore moins d'application de méditation, et pas de traitement médical pour y faire face. Par contre, ils avaient quelque chose qui peut s'avérer relativement plus puissant. Une méthode de pensée qui s'attaque à la racine de l'anxiété, pas à ses symptômes. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 outils stoïciens concrets pour couper la spirale de l'anxiété. Ce sont des astuces que tu pourras utiliser instantanément, comme lorsque tu te retrouves encore éveillé à 3 heures du matin par exemple. Mais j'espère que tu tomberas sur cette vidéo bien avant cette heure-là, afin que tu puisses passer une bonne nuit. Tout d'abord, avant de parler des outils, je voudrais définir ce qui est l'anxiété pour nous, à notre époque, et comment les stoïciens la définissaient à leur époque. Parce que la signification est radicalement différente de la nôtre, et cette perception différente change tout à la façon de la traiter. Pour nous, l'anxiété est une émotion, quelque chose qui nous arrive, qu'on subit, et qu'on doit, entre guillemets, gérer avec beaucoup d'inquiétude et de stress vis-à-vis du futur. Pour les stoïciens, l'anxiété est un jugement sur les événements futurs, une façon incorrecte d'évaluer la réalité, de mélanger le pire scénario avec un scénario cohérent et réaliste. Dans son manuel, Épictète dira « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Cette distinction est fondamentale. Si tu définis l'anxiété comme une émotion, tu adopteras un comportement passif face à elle. Tu attendras qu'elle passe. Par contre, si tu décides de voir l'anxiété comme un jugement, tu peux la corriger, voir les choses sous un autre angle et remettre les choses dans leur contexte réel. Ce simple changement de perspective peut être la première étape vers un changement conséquent vis-à-vis de ton anxiété. Je précise ici que dans le cadre d'une maladie quelconque, diagnostiquée et déclarée par un professionnel, je ne suis pas qualifié pour vous certifier que les méthodes que je vais vous proposer vont forcément marcher avec votre pathologie. Mais je pars du principe que toutes solutions, non médicamenteuses, sont bonnes à essayer afin de vivre mieux l'anxiété. Mes suggestions sont donc potentiellement complémentaires à un suivi professionnel si nécessaire, et par ailleurs, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous faire accompagner si jamais vous avez des questions ou que vous en ressentez le besoin. Changer sa façon de voir les choses n'est pas nier la souffrance, c'est changer le rapport de force entre toi et elle. Bien souvent, et particulièrement dans ce cas-là, passer l'anxiété de ressenti à jugement personnel des situations à venir redistribue les cartes. Tu n'es plus pris d'une émotion. Tu deviens créateur de ta vision future. Tu peux donc la manipuler en remettant les faits dans un contexte plus réaliste afin de calmer l'anxiété. Maintenant que tout cela est dit, passons aux 4 outils que je souhaite vous présenter. Outil numéro 1, le filtre des 3 questions. C'est l'outil le plus rapide. Il prend quelques secondes et coupe la spirale d'anxiété dans la majorité des cas. Face à n'importe quelle pensée anxieuse, pose-toi ces 3 questions dans l'ordre. En première question, est-ce réel ? Plus précisément, pose-toi la question, est-ce que je crains ce qui est en train de se passer maintenant ou est-ce une projection dans le futur ? En général, l'anxiété vit en grande partie dans le futur. Un futur imaginé, et donc pas réel. Marc Aurèle écrivait « Ne souffre pas dans ton imagination de ce qui n'existe pas encore. La majorité de ce qu'on craint n'arrive jamais, et ce qui arrive est rarement aussi grave qu'anticipé. Mais malheureusement, lorsque quelque chose que l'on craignait grave arrive, ne serait-ce qu'une seule fois, le cerveau a tendance à valider ce schéma une bonne fois pour toutes, et je suis conscient, de ma propre expérience, qu'il est très difficile de se défaire des pensées irrationnelles pour les fois suivantes. Je le redis, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels si vous vous sentez dépassé par ces pensées. Ensuite, question numéro 2, demande-toi, est-ce dans mon cercle de contrôle ? Je reconnais ici l'outil de l'épisode 1,
Si ce que tu crains dépend de toi, agis maintenant, pas demain, maintenant. C'est peut-être ce qui t'empêche justement de dormir. Même une micro-action coupe l'anxiété parce qu'elle te sort du mode rumination. Si ce que tu crains ne dépend pas de toi, rappelle-toi que s'inquiéter n'y changera rien. Littéralement rien. Tu consommes de l'énergie pour un résultat nul. Il est très important d'agir le plus rapidement et dans la mesure du possible. Bien sûr, couper l'inquiétude en claquant des doigts n'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'en question 3, pose-toi la question « Est-ce fatal ? Si le pire de ce que je crains arrivait, est-ce que toute ma vie s'écroulerait ?» C'est la préméditatio malorum de l'épisode 2, appliquée ici en quelques secondes. Dans 95% des cas, la réponse est non. Cette question exagère la situation, mais elle remet les pieds sur terre. Des fois, surenchérir des pensées démesurées avec une question démesurée, plus percutante, eh bien ça peut justement tout court-circuiter et nous ramener à la réalité. Cette question seule relativise instantanément ce que le cerveau anxieux présente comme une catastrophe imminente. Outil numéro 2, la vue du dessus, l'exercice de Marc Aurèle. L'empereur avait une technique qu'il utilisait quand le poids des responsabilités devenait écrasante, il appelait ça la vue du dessus, en grec, upsos. Voilà le principe de cette technique. Quand une situation semble insurmontable, élargis progressivement ta perspective jusqu'à ce que tu trouves l'échelle où le problème reprend ses vraies proportions. Concrètement, tu rates un examen ou un entretien d'embauche important, à l'instant T, ça peut sembler grave, mais effectivement, ça peut être difficile à encaisser. Et justement, à ce moment-là, fais un zoom arrière et demande-toi dans un an, est-ce que ça définirait encore ta vie ? Si tu juges l'impact encore trop grand, deuxième zoom arrière, en te posant la question, dans 10 ans, est-ce que ça aura encore un impact ? Si tu juges que oui, troisième zoom arrière. À l'échelle d'une vie, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Et je pense qu'à ce niveau de réflexion, tu arriveras à relativiser. Mais attention, ce n'est pas dans le but de minimiser ce que tu ressens. Ce que tu ressens est légitime. Ce que cette méthode permet de faire, c'est restaurer la perspective que l'anxiété te vole. Le cerveau anxieux zoome et biaise ta perspective, réduit ton champ de vision et te cantonne à l'instant T. Donc si tu juges à l'instant T quelque chose de catastrophique, toute ta vie te paraîtra être une catastrophe. Dans ses écrits, Marc Aurèle cite « Contemple régulièrement depuis le haut le flot des choses humaines, combien elles changent et combien elles sont éphémères. » En pratique, la prochaine fois que l'anxiété monte, pose-toi physiquement, assis-toi, respire un coup, le dos droit, les yeux fermés, dans une position confortable, et pose-toi la question. Dans 10 ans, est-ce que ça aura de l'importance ? Souvent, quelques secondes suffisent à faire redescendre l'anxiété. J'en profite également pour te dire ici ce que je pense, c'est que quelque part, je pense que tout arrive pour une bonne raison. Peut-être que si aujourd'hui ça ne va pas, que tu te sens en échec total par rapport à quelque chose, eh bien c'est peut-être parce que la vie te réserve quelque chose de mieux, quelque chose où tu seras plus épanoui. Tu ne peux évidemment pas t'en rendre compte sur le moment, mais laisse passer un peu de temps et tu verras que peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tu te diras que c'était une étape nécessaire et que tu préfères avoir échoué ici et avoir pris une autre direction qui t'amène là où tu es actuellement, plutôt que d'avoir réussi précédemment et d'imaginer que tu n'aurais potentiellement pas la vie que tu as là. Je pense que nous devons apprendre à apprécier ce que la vie nous offre. Tôt ou tard, on comprendra pourquoi les choses se passent ainsi. Bon, je divague un peu, mais revenons-en à la vidéo. L'outil numéro 3 s'appelle la dissociation stoïcienne. C'est l'outil le plus contre-intuitif et probablement le plus puissant pour les anxiétés profondes et récurrentes. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler la dissociation volontaire. Observer ses propres pensées anxieuses comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Cela peut être un exercice difficile au début, mais au fur et à mesure, il deviendra de plus en plus accessible à la réalisation. En pratique, au lieu de dire « je suis anxieux », dis plutôt « je remarque une pensée anxieuse ». Au lieu de « j'ai peur d'échouer, je ne vais pas y arriver » ou « c'est trop dur », apprends à te dire « il y a une peur de l'échec qui traverse mon esprit ». Cette formulation semble minime, mais elle est en réalité massive. Elle crée une distance entre toi, le sujet conscient, et la pensée anxieuse. Cela te fait prendre conscience qu'elle n'est qu'un phénomène mental parmi tant d'autres. Tu n'es pas ton anxiété.
C'est ce que ces reformulations te permettent d'acter. Tu es celui qui l'observe. Épictète l'enseignait à ses élèves. Quand une impression te frappe, rappelle-toi d'abord que c'est une impression, pas la réalité. La pensée anxieuse est une impression. Ce n'est pas un fait, ce n'est pas un destin. En outil numéro 4, l'action minimale immédiate. Le quatrième outil est le plus simple. Et paradoxalement, c'est celui que les gens appliquent le moins. Il faut reconnaître que le passage à l'action peut être très difficile dans certaines situations. Une citation de Marc Aurèle dit « Fais ce que la nature exige. Mets-toi en route si tu le peux, et ne te retourne pas pour voir si on le saura. N'espère pas non plus la République de Platon, contente-toi du moindre progrès. » À notre époque, avec les réseaux sociaux, nous sommes constamment spammés d'accomplissements en tout genre, dans tous les sens, de n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quoi. Et nous oublions trop souvent de savourer les petites victoires quotidiennes. Et nous avons aussi l'impression d'être inférieurs à tout le monde, de ne rien faire, de ne pas être assez bon. L'anxiété se nourrit de l'immobilité. Plus tu restes dans ta tête sans agir, plus la spirale prend de la place et s'accélère. Si tu commences à te comparer à quelqu'un qui a toujours l'air d'être au top à 100%, enfin c'est ce qu'il veut bien laisser paraître, tu auras l'impression d'être immobile par rapport à cette personne. Et c'est là que l'anxiété vient se nourrir. Les stoïciens l'avaient compris. L'action, même minime, même imparfaite, coupe le circuit de l'anxiété. Souviens-toi toujours qu'il vaut mieux une chose faite mais imparfaite plutôt qu'une chose désirée parfaite mais non faite. Bon, elle était technique celle-là, mais je te laisse prendre le temps de l'analyser. Là ici, ce n'est pas « règle ton problème maintenant ». C'est plutôt « fais la plus petite action possible qui soit dans ton cercle de contrôle ». Même si c'est 30 secondes, même moins, le tout est de mener son cerveau progressivement vers l'action. Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard que ce matin. J'ai eu la flemme d'étendre mon linge, et premièrement, je me suis levé du canapé, j'ai bataillé avec moi-même pour faire quelque chose, j'ai fini par boire un verre de jus de fruits, puis je suis allé chercher l'étendoir, je l'ai déplié, et là, comme par magie, une fois arrivé à ce point, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant finir ce que j'ai commencé, je me suis mis à étendre mon linge. Tout ça pour dire que le point de départ peut ne rien avoir avec le point final. Mais tous les chemins mènent à Rome, mes amis. Je vais quand même te donner d'autres exemples au cas où tu n'aurais aucun problème à étendre ton linge. Sinon, ça va faire un peu léger, je le conçois. Par exemple, l'anxiété monte à propos d'un mail que tu dois envoyer depuis 3 jours. L'action minimale n'est pas d'écrire un mail parfait, c'est d'ouvrir le brouillon, d'écrire une phrase, une seule, ou même juste le mot « bonjour ». L'anxiété diminuera parce que ton cerveau sort du mode évitement et entre dans le mode action. En deuxième exemple, tu es anxieux à propos de ton avenir professionnel. L'action minimale n'est pas de tout régler ce soir, c'est de noter quelque chose que tu pourrais faire, ou peut-être oui le soir même, ou dans le pire des cas, demain matin, pour faire un premier pas. Une seule chose, le cerveau anxieux a besoin de voir une direction, pas forcément la destination finale. Et un troisième et dernier exemple pour la route, il est 3h du matin et tu n'arrives pas à dormir. L'action minimale n'est pas de résoudre le problème qui t'empêche de dormir, c'est de poser ton téléphone, je t'ai vu, de te redresser, respirer un coup, et de te poser les 3 questions de l'outil numéro 1. L'action d'éclaircir ses pensées est déjà une action. Pour ma part, dans cette situation-là, je suis très souvent obligé de faire une action physique pour pouvoir me libérer de l'insomnie en cours. Dans ce cas-là, à une heure tardive de la nuit, mon conseil c'est n'hésite pas à agir directement sur quelque chose d'accessible. T'endormir à 3h30 ou à 4h, cela n'a plus vraiment d'importance. L'important ici, c'est de dormir l'esprit plus tranquille. Ces quelques minutes prises pour passer à l'action et libérer ton esprit n'auront plus aucun impact sur ta qualité de sommeil finale. Avant de conclure, je souhaiterais faire une précision importante. J'en ai un peu parlé au début de la vidéo, mais ça me tient à cœur d'être très clair là-dessus. Parce que le stoïcisme est puissant, mais il y a des limites qu'il faut nommer honnêtement. Les 4 outils que je vous ai présentés sont efficaces pour l'anxiété situationnelle, celle qui répond à des événements précis, des peurs concrètes, des spirales de pensée récurrentes, mais non à des pathologies. Si vous avez une quelconque pathologie, cela peut bien sûr être un complément d'un traitement pathologique, mais si tu es dans un cas comme celui-ci,
ce ne sont certainement pas ces 4 outils qui sont la solution miracle. Si tu penses souffrir, ou si tu souffres d'anxiété chronique sévère, de troubles anxieux diagnostiqués, de crises de panique régulières, ces outils peuvent compléter un suivi professionnel. Ils ne les remplacent pas. Un psychiatre ou un psychologue, par exemple, reste une des ressources les plus adaptées à ces situations, mais encore une fois, n'hésite pas à en parler à divers professionnels afin d'avoir plusieurs avis et à avoir les accompagnements les plus optimisés pour ton propre cas. Nous sommes tous différents là-dessus. Et donc, nous avons besoin d'un traitement qui nous est propre. Le stoïcisme n'est pas une thérapie, c'est une pratique quotidienne de clarté mentale. Et comme toute pratique, elle est efficace quand elle s'inscrit dans un ensemble de ressources, pas quand elle prétend de tout résoudre à elle seule. Nous voilà maintenant à la fin de ce 8e épisode. Et si tu es là depuis le début, tu as maintenant entre les mains quelque chose que Marc Aurèle aurait reconnu comme une vraie pratique stoïcienne. Le cercle de contrôle, la préméditation des mots, la sampatheia, l'amor fati, la sagesse de Sénèque sur le temps, le journal stoïcien, la rigueur face au développement personnel, et maintenant, les outils contre l'anxiété. Ce n'est pas là une collection de techniques, c'est un système mis en place, chaque outil renforce les autres, et comme Marc Aurèle l'a montré en 19 livres de pensée personnelle, la philosophie ne se comprend pas en une fois, elle se pratique chaque jour. C'est ce qu'on pourrait appeler un lifestyle, un mode de vie. Pour les prochaines fois, lorsque tu ressentiras de l'anxiété, souviens-toi des 3 questions. Est-ce réel ? Est-ce dans mon cercle de contrôle ? Et est-ce fatal ? Juste 3 questions, et le temps d'y répondre calmement. C'est tout. Pour ce 2e mois après la naissance de la chaîne, on entre dans ce qui est appelé la pratique avancée. Les concepts stoïciens moins connus, probablement plus puissants, et un peu plus difficiles à appliquer, notamment lorsqu'on n'a pas les bases qu'on a déjà vues précédemment. Le premier concept sera apatheia, que les stoïciens définissaient non pas comme l'indifférence, mais comme la liberté totale vis-à-vis des émotions destructrices. La nuance change tout. En attendant lundi prochain, n'hésitez pas à aller voir les précédents épisodes, à liker cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de me soutenir. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à la prochaine. Si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je sors 2 vidéos par semaine.